L'Assemblée nationale togolaise a procédé vendredi à la relecture de la nouvelle constitution adoptée le 25 mars dernier. La relecture a porté tant sur le fond que sur la forme de certains articles. Ainsi, l'alinéa 4 de l'article 10 a été supprimé. Il stipulait qu'un membre des forces de défense et de sécurité n'est éligible comme sénateur que s'il a préalablement démissionné du corps auquel il appartenait, car les conditions d'éligibilité de sénateur sont fixées par une loi organique. La commission des lois a aussi reformulé l'alinéa 2 de l'article 35. Désormais, les candidats à la fonction du président de la République sont présentés par les groupes parlementaires régulièrement constitués à l'Assemblée nationale. Le mandat présidentiel est revu à 4 ans renouvelables une seule fois. Cependant, le mandat du président du Conseil des ministres reste 6 ans. La loi relue est adoptée à l'unanimité des députés présents à la session, 87 voix pour. Le nouvel engagement togolais avec ses 3 députés ont boycotté la session. Une relecture est intervenue en pleine campagne pour les législatives et régionales du 29 avril. Dès à présent, tous les regards sont tournés vers le président de la République pour son dernier mot. La Cour constitutionnelle est désormais au complet avec la nomination d'un nouveau membre par les députés à l'Assemblée nationale ce vendredi. Il s'agit de Meïsso Kwame, administrateur civil de classe exceptionnelle, qui devient ainsi le remplaçant de Feu Abdou Assouma. Son élection a aussitôt été actée le même jour par la Cour constitutionnelle. Meïsso Kwame complète donc le nombre de magistrats à pourvoir de la Cour après la nomination par le chef de l'État de Payadou Aboukessi il y a de cela quelques semaines. L'institution, désormais avec ses 9 membres, pourra s'atteler à l'une des missions importantes qui l'attend dans le cadre des élections législatives et régionales après la prestation de serment des nouveaux membres. Le nouveau président de la Haute Cour de juridiction du pays jusque-là était le président de la Cour des comptes de l'UEMOA. Son équipe actuelle a un mandat de 6 ans, renouvelable une seule fois. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est depuis le 15 avril en mission d'information électorale à Lomé. Composée d'experts en sécurité et en élection, la mission a pour objectif d'écouter toutes les parties avant les législatives et régionales du 29 avril. Après le chef de l'État, la délégation a rencontré les ministres du gouvernement, puis l'opposition extra-parlementaire. Pour l'opposition, sa préoccupation était autour des conditions d'organisation du scrutin du 29 avril et aussi le nouveau projet de révision constitutionnelle. La grande préoccupation des Togolais, c'est cette procédure inconstitutionnelle de modification de la Constitution, même si ce n'est pas l'objet de leur mission. Est-ce que la CEDEAO veut attendre que cette violation de la Constitution soit consommée avant qu'elle ne réagisse? Aujourd'hui, avec le changement de constitution, la CEDEAO est encore là et on leur pose la question si leur présence consiste encore à sauver le régime de Faure Gnassingbé. La réponse a été qu'ils ne sont pas ici pour cela et qu'ils sont là pour écouter le peuple et pour écouter toutes les parties, et c'est ce qu'ils ont fait. La délégation sous-régionale a également rencontré la société civile. Pour elle, il faut que la CEDEAO affiche une position claire par rapport au coup de force constitutionnel dans la sous-région. Elle l'invite aussi à prendre ses responsabilités. La région du Sahel, actuellement en proie à des conflits, est en train de devenir une route influente pour le trafic de drogue. Selon les chiffres publiés vendredi dans un nouveau rapport de l'ONU, les saisies de drogue ont grimpé en flèche dans cette zone. En 2022, 1466 kilos de cocaïne ont été saisis au Mali, au Tchad, au Burkina Faso et au Niger, contre une moyenne de 13 kilos entre 2013 et 2020. La cocaïne est la drogue la plus saisie au Sahel, après la résine de cannabis, précise le rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et la criminalité. Cette analyse intervient alors que le Sénégal, frontalier du Sahel, a annoncé la semaine dernière une saisie record de cocaïne de 1137 kilos, la plus importante jamais interceptée sur Terre et évaluée à 146 millions de dollars.
Alors que leur pays est frappé de plein fouet par les effets du dérèglement climatique, des Kenyans ont manifesté à Kisumu une marche contre les énergies fossiles en lien avec l'Action mondiale pour le climat organisée ce vendredi. Alors que nous nous dirigeons vers l'INSEE 4 pour l'élaboration d'un traité juridiquement contraignant sur le plastique, nous demandons à notre gouvernement d'approuver son élaboration et d'en faire partie afin que nous puissions avoir quelque chose qui oblige les multinationales à être responsables du plastique qu'elles produisent. Nous demandons également la fin de la finance fossile et une transition juste et globale des combustibles fossiles vers les énergies propres. Les manifestants ont sonné l'alerte sur l'urgence climatique alors que 2023 a battu le record de l'année la plus chaude. Le Kenya n'a pas été épargné. Nous connaissons des phénomènes météorologiques qui perdurent, comme les précipitations de janvier à avril à Kisumu au Kenya. Nous enregistrons également des précipitations qui ne sont pas attendues en cette période de l'année. Cela a entraîné le déplacement des populations ainsi que la destruction de biens. Actuellement, de nombreuses personnes ont également des problèmes de santé en raison de la stagnation de l'eau. Selon Climate Action Tracker, aucun pays n'a mis en place de politique compatible avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Alors que les débats sur le projet de loi visant à envoyer les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni, au Rwanda, ont repris le 15 avril au Parlement, le Premier ministre britannique veut croire qu'il sera finalement adopté. Le projet porté par les conservateurs est vivement critiqué par le Parti travailliste, mais pas de quoi décourager Rishi Sunak. Ma priorité est maintenant de faire adopter ce projet de loi. J'ai clairement dit que nous devons y arriver lundi. Nous ne voulons plus de tergiversation du Parti travailliste. Et ensuite, nous travaillerons à l'annulation des vols afin de mettre en place cette force de dissuasion. Vous voulez arrêter les bateaux? Il faut un moyen de dissuasion. Il faut pouvoir envoyer les gens quelque part pour qu'ils sachent que s'ils viennent ici illégalement, ils ne pourront pas rester. Le projet de loi est le moyen d'y parvenir. Les opposants au projet mettent en avant la confiscation supposée des libertés par le régime de Kigali. C'est depuis avril 2022 que les conservateurs tentent d'envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. La guerre qui dure depuis 1 an au Soudan entre des généraux rivaux en lice pour le pouvoir a déclenché une crise humanitaire sans précédent. Ce vendredi, 2 hauts responsables de l'ONU ont une nouvelle fois appelé à redoubler d'efforts pour mettre fin à cette guerre alimentée par les armes des partisans étrangers. Si les parties ont pu maintenir leur confrontation, c'est en grande partie grâce au soutien matériel qu'elles reçoivent de l'extérieur du Soudan. Ces acteurs extérieurs continuent de faire fi du régime de sanctions imposé par le Conseil de sécurité pour soutenir un règlement politique alimentant ainsi le conflit. C'est illégal, c'est immoral et cela doit cesser. Mohamed Ibn Shambas, président du panel de l'Union africaine sur le Soudan, estime que le soutien extérieur en termes de fourniture de matériel de guerre a été la principale raison pour laquelle cette guerre a duré si longtemps. Nous appelons à ce qui suit. Ne pas instrumentaliser le conflit au Soudan, car cela nuit au processus de résolution du conflit. Cela compromet la capacité du Soudan à s'approprier ce processus. Nous devons soutenir l'initiative visant à faire taire les armes. Depuis le début du conflit en avril 2023 entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide commandées par Mohamed Hamdan Daglo, plus de 14 000 personnes ont été tuées et des dizaines de milliers d'autres sont blessées. Environ 25 millions de personnes ont besoin d'une assistance, tandis que plus de 8,6 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer. Le festival du film des BRICS s'est ouvert vendredi à Moscou. Il s'agit d'un événement qui met en avant les productions cinématographiques des 5 pays membres du groupe des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et désormais Égypte et Iran.
Nous espérons qu'avec la plateforme du Festival du film des BRICS, nous pourrons promouvoir la coopération et les échanges cinématographiques entre la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Iran, l'Égypte et d'autres pays. Cette année, le Festival du film des BRICS est inclus au programme du Festival international du film de Moscou. Les organisateurs entendent célébrer la diversité culturelle entre les membres de cette coalition internationale. Le cinéma est une forme d'art qui nous permet de dire aux gens qui nous sommes. Vous voyez les battements des cœurs dans les histoires racontées. Et en tant que pays différents qui forment les BRICS, nous apprenons à échanger et à mieux nous connaître, à apprécier nos valeurs réciproques. Preciousness and values better when we get to watch each other's stories. Je pense qu'il s'agit d'une excellente collaboration. Ce festival de films des BRICS fera certainement la différence entre les pays des BRICS. Jusqu'au 26 avril, ce sont plus de 70 productions occidentales qui seront présentées au Festival international du film dans la capitale russe.